Nous passons maintenant en Guinée. On va évoquer donc l'opposition guinéenne qui promet de continuer la lutte. 8 cercueils drapés par le drapeau national guinéen rouge, jaune et vert, entourés d'une petite foule recueillie. Les opposants à un 3e mandat d'Alpha Condé ont enterré vendredi 8 des leurs en promettant de poursuivre leur manifestation jusqu'à la victoire finale. Le plus jeune, Mohamed Silla, avait 15 ans. Le plus âgé, Amadou Ouri Bari, il en avait 32. Les autres, une vingtaine d'années, selon le Front National pour la défense de la Constitution, qui mène la contestation contre l'ambition prêtée à Alpha Condé de briguer un 3e mandat l'an prochain. Nous accueillons pour continuer le débat sur le plateau Dimas Zikoto de Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères. Bonsoir. Bonsoir Dimas. On a l'impression que tout le monde est fatigué là sur le plateau. Il faut revenir dans le débat. Non, lui pense à Alpha Condé. Comment le malmener. D'accord. Alors Chris Ega, l'opposition au niveau de la Guinée veut continuer le combat, la défense en tout cas de la Constitution. Jusque-là, et c'est le même sujet qui revient. Chaque fois que la question est posée à Alpha Condé, il dit toujours « Je n'ai pas encore fini mon 2e mandat. Pourquoi on veut l'envoyer sur un terrain, lui prêter des intentions qui pour le moment n'existent pas ?» Oui, c'est comme en Algérie, un peu. Comme en Algérie, mais de toute façon, je crois que la rue anticipe tout simplement. Et si jamais il venait à l'idée de vouloir briguer ou bien de vouloir briguer un 3e mandat, la rue est en train de le mettre en garde. Mais seulement... Non, la rue est en train de décrypter les signaux que lui Voilà, c'est d'ailleurs ce que je voudrais dire pour continuer, qu'il n'a rien fait pour dire aux gens de ne pas se comporter comme ils sont en train de le faire en ce moment. Parce que il fait exactement comme quelqu'un qui s'apprête à briguer un 3e mandat, et ça ne trompe personne. Et moi, je me demande si c'est pas la sénilité qui dérange un peu Condé, oui, mais c'est-à-dire un peu mal vieillir. C'est-à-dire que quand ça vient, il y a certains qui vieillissent bien. De toute façon, il est sur une pente de vieillesse, en tout cas, mais tel qu'on l'avait connu quand il était opposant. Je crois que nous en avons parlé ici abondamment. On est étonné de ce virage-là qu'il prend depuis quelques années, parce que ça n'a pas commencé à l'approche du scrutin. On a compris très tôt, dès l'entame même de son 2e mandat, 2 ans après dans son 2e mandat, on a compris qu'il ne voulait pas lâcher du lest. Il veut continuer, justement. Quand il dit aujourd'hui qu'il n'a pas encore fini son 2e mandat, pour qu'on veut l'amener sur un terrain alors qu'il a encore à faire, généralement, c'est ce que les gens font, justement, lorsqu'il veut avoir les gens, finalement, au pilori. C'est-à-dire dire que, voilà, je n'ai pas fini mon mandat, laissez-moi aller jusqu'au bout. Et justement, ces gens-là, on sait comment ça se passe finalement. Ils se présentent toujours. Donc, il est dans la posture, dans une posture que les gens connaissent, que les Guinéens connaissent, on connaît un peu partout en Afrique, parce qu'il n'a pas créé cette tactique-là. C'est quelque chose qui est utilisé par ceux qui veulent garder le pouvoir, tout simplement. Et ce qui étonne, je crois qu'on l'a dit abondamment, c'est que cela vienne de quelqu'un qui était un démocrate bon teint quand il était opposant. Mais cela ne surprend pas, parce que si nous voulons regarder un peu comment ça se passe un peu partout en Afrique, on se rend compte que ceux qui disaient qu'ils sont démocrates bon teint, une fois parvenus au pouvoir, ne se comportent plus de cette façon-là. Donc, je crois que le cas est légion. Il faut maintenant qu'on mette en garde ceux qui agissent de cette façon-là. Et puis, il faut que le peuple maintenant prenne date à partir de ce qui se passe ailleurs, que ce n'est pas toujours ceux qui se déclarent démocrates qui sont en vérité des démocrates. Que un dictateur, un démocrate peut bien cacher un dictateur. Contrairement, on croit que c'est ceux qui sont connus comme tels. Mais en fait, le pouvoir, je crois qu'il est doux. Il faut savoir s'en départir à un moment donné. Et le pouvoir est doux pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour une catégorie d'hommes, mais le pouvoir tend
tente tout le monde et tout le monde est tenté de le garder. C'est ce que moi je constate finalement. Comment éviter la passion du pouvoir. Senghor l'a fait, il a donné l'exemple, il est parti, il a plus de passion par sa poésie et autres. Oui, c'est un exemple. Quand on quitte le terrain après avoir fait combien d'années? C'est ça aussi. Quand on quitte le terrain de la passion, 17 ans, oui. Je crois que le problème se pose pas. Il a vieilli. Pourquoi certains ont facilement quitté le pouvoir? Comme qui? Peut-être Alpha Ouma Konaré. Oui, Konaré a quitté le pouvoir. Voilà, c'est les exemples. C'est les exemples. Soglo aussi. C'est les exemples qui confirment la règle, malheureusement. Soglo a été battu. Il n'a pas quitté volontairement. Puisqu'on parle pas forcément de volontairement. Puisqu'on parle de lui, là, de Condé. Parlons-en. Et Condé, moi, ne m'étonne pas, parce que c'est vrai que ça peut étonner à un moment donné, quand il était opposant, mais un opposant qui a trop duré dans l'opposition aussi prête souvent des flancs à ces gens d'historiettes qui risquent de... On en a plein. Non, moi je ne parle pas du... Il y a le Togo, c'est Jésus Olympio. Ah, non, et Fabre. Plus de 40 ans. Non, enfin, pourquoi... Bon, on va laisser ce parallèle, on va rester en Guinée. Quand les présidents... C'est un message que les deux présidents sont en train d'envoyer à travers le NDI de la Fondation Kofi Annan à l'intention de la Guinée ou de son président qui fait le têtu, Alpha Condé. Parce que le premier, Soglo, étant le père de la démocratie béninoise, qui a été élu après la conférence nationale, bien sûr, après que Kérékou ait accepté partir volontairement. Le second étant celui qui a fait la rupture entre une dictature militaire au Nigeria et l'ère démocratique. Il est venu, il a accepté quitter partir avant que, c'est pas si Atikou ou quelqu'un qui est arrivé. Donc, avec ces deux personnalités qui envoient deux messages, les choses sont claires pour Alpha Condé. Sauf que les deux oublient qu'ils ont en face quelqu'un de très têtu. Quand on est têtu, on n'écoute plus personne. Le monsieur, je ne voudrais pas revenir sur ces débats, qui rentre dans une université, dans un amphithéâtre, et qui se comporte comme un soulard. Mais, les étudiants sifflent, crient, lui aussi, qu'il a commencé par... Non, il n'a pas besoin d'être un président. Lui, il a déjà dépassé, avec son âge déjà, quelqu'un qui fait 42 ans dans l'opposition, et qui fait... Qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce que Condé veut? Et Condé oublie qu'il dirige un peuple. Ce n'est pas sa famille qui dirige. Même une famille dans sa propre maison, il y a des règles démocratiques qu'on est censé instaurer, ou bien. Mais il ne le fait pas. Il reçoit des confrères français, il les insulte proprement. Je l'ai vu la vidéo. On lui pose une question, il esquisse la question, il rentre dans d'autres considérations, il dit, chez vous là-bas, il dit... Non, lui, il y a certains présidents, il y a certaines personnalités ou certaines personnes en Afrique, individus en Afrique, dont le poste de président ne convient pas. C'est le cas d'Alpha Condé. Il l'a déjà dit. Alors, en même temps, on dit que l'opposition dit qu'elle promet de continuer la lutte contre un troisième mandat. Je rappelle toujours, on n'y est pas encore. Est-ce qu'on a généralement nos opposants, par exemple, d'éviter les débats qui sont plus d'ordre économique, le bilan, tout ça, et de s'en prendre... Ça, c'est au moment des campagnes. C'est au moment des campagnes. Ça, c'est au moment des campagnes. Au moment des campagnes, on peut présenter c'est-à-dire qu'il y a l'opportunité, on leur donne le moyen de choisir entre deux programmes. Là, ils ont le temps de programmer, de faire passer leur programme. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut aller contre les dispositions constitutionnelles. Et là-dessus, c'est tout le peuple guinéen. Bon, je n'aime pas employer tout ce mot parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas d'accord, mais l'écrasante majorité du peuple guinéen ne serait pas d'accord. Et donc, Alpha Condé, on ne sait pas quel message il envoie, non seulement aux Guinéens, mais à toute l'Afrique, dans ce processus de démocratisation de nos pays. S'il faut être un opposant exemplaire, adulé, félicité partout, et revenir au pouvoir, devenir le pire des dictateurs, je pense que c'est pas la peine de compter avec l'opposition. Et donc, il n'envoie pas un bon message. Et là-dessus, il doit être désavoué par la classe politique de l'opposition en Afrique et les dirigeants qui sont au pouvoir même. Moi,
je suis d'accord qu'on puisse envoyer des gens, mais ceux qu'on a envoyés, les diplomates qu'on a envoyés là-bas, je pense que, oui, je pense que Soglo, Nicéphore Soglo peut faire l'affaire, mais pas Obasanjo. C'est Goodluck Jonathan plutôt. C'est Jonathan Goodluck. Ce n'est pas Obasanjo. Ah oui, ben d'accord. Comme j'ai entendu Obasanjo dans la dépêche, je me dis, voilà. Non, Goodluck peut faire l'affaire. Si c'était Obasanjo, j'allais lui lancer quelques pics parce que lui, il ne peut pas le faire. Et surtout avec le tempérament d'Alpha Condé, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Ça, il risque d'en venir même aux mains, hein, les deux. Hein. C'est ça qu'il faut. Mais les chefs d'État qui insultent tout le monde publiquement. Il a été chef d'État qui ne respecte pas, qui va respecter. Oui, enseignant, peut-être. Il n'était pas le seul. C'est le naturel. Il n'était pas le seul. Moi, mon vieux a été syndicaliste. Je dis que Condé est venu chez nous à la maison. Ah, il est comme ici. D'accord. Je n'invente rien. Non, mais pour dire que, effectivement, comme le disait tout de suite le doyen, c'est que le peuple guinéen ne fait que décrypter les signaux envoyés par Alpha Condé, à savoir que dans la bouche, je ne veux pas briguer un troisième mandat, du moins c'est pas ouvertement dit, mais dans les actes, on voit clairement qu'il met les jalons, les pions en place pour pouvoir briguer un troisième mandat. Et là, c'est inadmissible. Alors, ce n'est pas de cette manière. Si la Constitution lui laisse la voie libre de le faire, personne ne peut lui opposer les lois de la République. Et là, il est libre de choisir ou de ne pas choisir. Mais à partir du moment où il y a une loi qui lui dit, bon, mais il y a comment l'appelle-t-on, il y a un verrou, et il ne peut pas vouloir sauter ça. En même temps, le souci ici, dans le cas d'Alpha Condé, c'est que il y a toujours des possibilités de modifier la Constitution. Rien n'interdit à un chef d'État de toucher à la Constitution d'un pays, de son pays. Bien entendu, mais on peut toucher à la Constitution, mais la toucher dans certains de ces articles sensibles, comme par exemple celui du nombre de mandats. Je crois que c'est ça qui pose problème. Hein? Même dans certains pays comme les États-Unis, c'est acquis de façon traditionnelle qu'on fait 2 mandats, on n'a pas, on part. C'est-à-dire que c'est comme ça. Mais maintenant, ici, c'est traduit dans les articles de la Constitution et que chacun est censé respecter cette Constitution-là. Si ça doit changer au gré du vent, au gré de la volonté et de ceux qui sont justement au pouvoir, je crois que c'est cela qui pose problème. Parce que Alpha Condé, justement, était arrivé au pouvoir parce que la Constitution l'a aidé. C'est par la démocratie qu'il est arrivé au pouvoir. Il n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État. Par un coup d'État, par exemple. Donc, si la démocratie, si c'est pas le biais de la démocratie, c'est pas le biais de la Constitution qu'il est arrivé au pouvoir, ce qu'il peut, voilà, l'alternance, c'est que ce qu'il peut rendre au peuple aujourd'hui, c'est ce respect-là et faire en sorte que l'alternance se poursuive et dans de bonnes conditions et puis l'éducation. L'éducation qu'il peut donner à la jeunesse, c'est de dire que, ben voilà, jeunes, sachez respecter la condition que vous êtes donnée. Parce que, dis-moi ça tout à l'heure, quel est le message qu'il envoie? Aujourd'hui, si tel est le cas qu'il ne veut pas briguer un troisième mandat, il n'a qu'à rassurer son peuple, qu'il a gouverné pendant, je crois, 10 ans, dire clairement que, ben voilà, voilà, que je ne me présente pas à un troisième mandat. Et je crois que tout de suite, l'attention, la tension va baisser. Ben voilà, on a parlé d'alcool, on a connu des chefs d'État qui en ont abusé, mais qui ne sont pas allés aussi loin que voilà. Non, je veux pas citer des noms. Mais c'est que ce qui frustre aujourd'hui, c'est que on ne sait plus à qui se fier finalement. Si des gens comme Condé se comporte de cette façon, c'est comme si on est livré, à l'anarchie d'un destin qui veut absolument perdre les Africains. Celui-là, on a
cru que la Guinée, avec lui, était sur une bonne trajectoire, mais patatras, on se rend compte qu'on doit encore veiller la démocratie comme du lait sur le feu. Comme si les Guinéens n'avaient que ça à faire. Les Guinéens vont poser la question de la démocratisation à l'occidental que nous pratiquons en Afrique. Oui, on peut. Justement, je pense qu'Alpha Condé lui-même, il avait déjà posé cette question une fois sur la pertinence même de la limitation des mandats. Lui, c'est parce que lui, il a une velléité de laisser au pouvoir. C'est-à-dire qu'on a compris que... Oui, mais au-delà, le débat s'impose aussi. Oui, non, écoutez, on a choisi de pratiquer la démocratie. Et la démocratie s'est transportée d'un lieu à un autre. L'Afrique avait sa démocratie. Au temps des Sungata, des Samori, l'Afrique déjà avait sa charte. Oui, non. L'Afrique avait déjà sa charte dans les années 1200. Et voilà qu'on a choisi de pratiquer ça à l'occidental. Maintenant que l'Occident est venu, on a tout pris de l'Occident. D'abord, l'Occident nous l'a imposé, on était obligé de suivre, surtout la France. Et quand elle est venue, avec tout ce que cela comporte, elle va faire retourner. C'est comme nous, on nous a donné la civilisation, vous allez nous payer pas vos ressources. Maintenant, la démocratie a été déjà consacrée, c'est déjà consacré par le droit international. La démocratie est partie. C'est pas forcément la limitation de mandat. Non, quand on parle de l'Occident, c'est vrai. Mais je dis que la démocratie est partie des années 1658 au traité de Westphalie en Europe. Certains États qui voudraient prendre leur indépendance vis-à-vis de l'Église catholique romaine en ce moment, oui. et surtout de cette oligarchie-là qui dirigeait le temps-là. Il y avait aussi la Rome antique et tout ça. Ils se sont affranchis, se sont pratiquement rebellés. Et c'est ce traité-là qui a commencé la démocratie, qui a déclenché la consécration de la démocratie, qui s'en est reposé sur les territoires britanniques d'outre-mer, c'est-à-dire les territoires, les colonies britanniques qui étaient dans les États-Unis. Bien avant la Grèce. Oui, dans les années 1700. Avec le traité, la déclaration d'indépendance des États-Unis. Du XVIIe siècle. Qui est revenu maintenant avec la Révolution française. J'ai fait l'historique. Des années 1789. Ah, une tradition. Et c'est après 1789 que la Déclaration universelle des droits a été. C'est la Révolution qui a amené la Déclaration universelle. C'est ça même qui a consacré, avec la Charte des Nations Unies, qui a totalement consacré la démocratie avec le droit international. Donc aujourd'hui, la démocratie n'est plus une propriété d'un continent. Non, la façon d'appliquer ça, c'est chaque pays a sa réalité. Voilà. Il y a des systèmes de gouvernance. C'est peut-être l'Afrique qui n'a pas su faire. Oui, voilà. C'est là le problème. L'Afrique n'a pas su inventer. Je voudrais terminer en disant ce que tu dis n'est pas faux. Mais je dis que chaque pays peut faire sa démocratie. Parce que quand je prends le cas du droit international, le droit international ne vous demande pas de faire un système politique dans votre pays. Voilà. Chaque État est libre de concevoir son système politique, culturel, tout ça. Justement, on est d'accord avec toi. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que ce qui nous est imposé de l'Occident, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je pense que les intellectuels africains doivent se réunir et redéfinir la chose. Si c'est uniquement dans un seul pays, créer un mandat illimité? Non, je ne dis pas ça. Moi, je dis pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que si c'est uniquement dans un seul pays que on voit ça, on peut dire que peut-être il y a de la mauvaise foi quelque part, tout ça là, mais pratiquement dans tous les pays. Et vous avez vu que tout récemment au Ghana, on nous dit, le Ghana d'ailleurs, le Bénin qui était l'exemple, on a vu la remise en cause de ces acquis. C'est la faute à un homme. Oui, mais on voit au Ghana, et c'est les gens qui sortent les armes tout récemment pour dire qu'on va faire coup d'État. Non, ça veut dire que c'est des individus qui sont là. Oui, mais justement, c'est ces individus-là qui font d'institutions aussi. Quand l'institution est forte, quand les institutions sont fortes, ces vérités-là sont réduites. Non, mais tu ne vas pas entendre en France, aux États-Unis, qu'on veut faire coup d'État. Non, mais pourquoi est-ce que ça marche? C'est une question de mentalité et d'individu. Dimassa dit par exemple que ça ne marche pas. Moi, je voudrais nuancer. On ne peut pas aujourd'hui dire que la démocratie ne marche pas en Afrique parce que nous sommes d'abord de jeunes États, parce que des États qui ont 50 ans, 60 ans, nous sommes
sommes d'abord de jeunes États. Et la démocratie est venue, même je crois que par le discours de la Baule en 90, et lorsqu'on a par exemple, écoutez, lorsque nous n'avons que, après 90, ça fait combien d'années 30 ans, à peine 30 ans, on ne peut pas dire que la démocratie, on ne peut pas tirer une conclusion comme quoi la démocratie, ça n'a pas marché. Je crois que nous sommes de la démocratie balbutie, mais nous sommes toujours en apprentissage. Et la démocratie, c'est un processus. Ça n'a jamais été un plat, un acquis, un plat comme McDo, tout pré-servi. Non, la démocratie, même dans les pays développés, je crois que la démocratie peut avoir parfois des difficultés, comme par exemple récemment avec le président américain, l'actuel américain, qui a remis pratiquement à plat tout ce qui a été un acquis sous le président Barack Obama. C'est sa façon aussi de concevoir la chose. Et je crois que la démocratie, il faut la construire. C'est une construction. Ça n'a jamais été un acquis. C'est la question. C'est ça la question. Pour le cas de l'Afrique. Voilà. Vous voyez, si vous regardez l'Europe, la constitution française n'est pas la même que celle de l'Allemagne, ni de la Suisse, ni de la Suède et tout. Pourquoi on semble vouloir imposer un modèle unique qui ne marche dans pratiquement aucun pays? Non, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est que l'Afrique a connu une démocratie importée. Mais je crois que c'est à l'application qu'on peut y apporter des changements, justement. C'est à l'application, parce que souvent les règles... Justement, ce qui se passe, c'est que... Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas être tranché, avoir une opinion tranchée en la matière, comme quoi ça n'a pas marché. Parce que on constate que nous ne faisons pas au jeu de la démocratie comme ça se fait ailleurs. Par exemple, en France, où la démocratie a commencé après la prise de la Bastille. Même après la prise de la Bastille, la démocratie n'est pas entrée tout de suite dans les règles de gouvernance. Il y a eu la commune, etc. Mais il y a eu ce balbutiement. C'est-à-dire qu'il faut que nous apprenions de lycée. Il y a eu un long moment de flottement, comme les moments que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Avant d'aller dans ce sens, j'aimerais dire quelque chose. C'est-à-dire que tous les tests veulent qu'on applique la démocratie de la façon dont ça se passe en Occident. C'est ça nos tests. Oui, d'accord, mais nous pouvons apporter... Sur le terrain, voilà, c'est de ça que c'est de ça c'est l'application. C'est-à-dire que j'aimerais dire simplement que pourquoi est-ce que quand on prend les tests comme cela et on veut se l'appliquer, ça ne marche pas. Donc, simplement, il faut contextualiser ça. Absolument. Voilà, et justement, c'est là où on a raté le coche. Aucun pays ne contextualise ça. On veut tout faire comme à l'Occident. On veut, quand vous prenez nos constitutions, on veut faire comme la France qui a plus d'un siècle d'expérience en démocratie. On veut que ces textes-là s'appliquent à nous. Voilà. On veut que ces textes s'appliquent à nous et ipso facto, ikanun, sur le champ. Et voilà, donc il faut vraiment que ce débat soit reposé. Mais seulement moi je souhaite qu'on ouvre la porte à l'espoir. Non, mais moi je ne suis pas pessimiste, mais il faut quand même qu'on pose les débats. J'évoquais par exemple au niveau de l'Europe, par exemple. La France a limité le mandat en 2008, par exemple. Seulement en 2008. L'Allemagne n'a pas de limitation de mandat, ça ne choque personne. Alors, pourquoi pour l'Afrique, on voudrait que ce soit un modèle unique et ça ne marche pas? Non, on a la réponse à cette question. Oui, la réponse. Je voudrais. Cette question, elle est pertinente dans son fond. C'est une question pertinente. Mais quand je rentre dans le jeu de crise, par exemple, je crois qu'il y a un élément à considérer. Quand je prends le cas des années 58 en France avec De Gaulle, De Gaulle a pris des ordonnances sans passer par la loi. Bien sûr. Oui. Mais c'est une forme de dictature. Sans passer par l'Assemblée. C'est une forme de dictature. Ça veut dire que. Les gens qui venaient de sortir de la guerre. Ils venaient de sortir de la guerre, c'est des circonstances exceptionnelles. Il n'y a pas de modèle exemplaire en matière de démocratie dans le monde. Malheureusement. Mais il y a quand même nous sommes toujours en Afrique sur la piste expérimentale quand on parle de démocratie. Et quand nous sommes sur une piste expérimentale, ça voudra dire que il faut toujours qu'on suive un idéal. Cet idéal, c'est la chute du mur en 89.
et la conférence de la Baule de François Mitterrand. Oui. Et le glas a été sonné par le Bénin, qui a réussi sa conférence. Le Togo n'a pas réussi la sienne. Maintenant, au demeurant, je crois que le débat se pose au niveau des dirigeants africains. Quand vous avez des dirigeants qui se comportent comme des potentats, et qui ne développent pas leur pays, comme au Rwanda, naturellement, les peuples vont se soulever. Au Rwanda, c'est pas la démocratie. Non, attends. Bien sûr. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas une démocratie au Rwanda, mais il y a un développement qui compense le vide démocratique que laisse la gouvernance au Rwanda. Mais ce qui n'est pas le cas. Mais c'est à l'atterrissage qu'on attend, par exemple, ce système-là. À l'atterrissage. Lorsque, par exemple, Kagame va partir. C'est souvent là où le problème se pose. Je monte vers un développement qui va chuter quelque part, que vous allez comprendre. Et ce développement-là, au niveau du Rwanda, le Rwanda est contestable en matière de démocratie. Il n'y a pas de démocratie, comme vous le dites. Bien sûr. Mais pourquoi le peuple se tait, contrairement aux deux peuples qui se Mais le peuple est terrorisé. Avec une histoire, tout ça, c'est la chambre de plan. On tue. Mais le Rwanda aujourd'hui, on peut même aller au-delà des frontières pour te tuer. Mais ça s'est passé en Afrique du Sud. On ne veut même pas en parler. C'est parce qu'il y a une chambre de plan là-bas et on dit pour le Rwanda, ne les dérangez pas médiatiquement. Il faut l'accompagner. C'est en cela que je voudrais revenir à ce que tu as abordé au départ. Est-ce que Dimas voudra qu'on aille dans le sens du Rwanda? D'accord, merci. On va dans le sens du développement. Permettez, puis on regarde. Pourquoi pas? À un moment